Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme toutes les semaines, on passe l'actualité en revue, on en discute avec des experts, avec des invités politiques pendant 1 heure. Alors on parlera cette fois-ci de vol, de fusillade, mais aussi de colloques et d'enseignement des langues. Nos experts sont d'abord celui qui passe les politiques au scanner et les étudie à l'ULB. Bonjour Pascal Deluit. Bonjour. Elle combine histoire et psychanalyse, entre autres. Bonjour Sylvie Losberg. Bonjour. Un spécialiste en com politique et de crise. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Et un auteur qui prend de la hauteur, Marcel Sell. Bonjour. Bonjour. Alors on commence par ces entreprises qui furent belges et dont les centres de commandement sont désormais à l'étranger. Il y a Carrefour, évidemment, mais il y a aussi Brussels Airlines. Le propriétaire allemand a viré la direction belge et a voulu rassurer. C'était mercredi. David Courrier et Anna Lawan. Un avion de Brussels Airlines dans le ciel de la capitale ce midi, avec à son bord un personnel sans doute rassuré. Quelques minutes plus tôt, au siège de la compagnie, le patron d'Eurowings s'est adressé à la presse après une réunion avec les syndicats. D'emblée, il coupe court à toutes les rumeurs. Brussels Airlines va rester une compagnie aérienne belge. Brussels Airlines va rester un centre d'excellence ici, à Bruxelles. Un centre d'excellence pour les longs courriers, de quoi apaiser les inquiétudes qui circulaient depuis plusieurs heures. Parmi elles, la disparition pure et simple de la compagnie belge. Brussels Airlines rentre donc dans le groupe d'Eurowings, mais il devrait conserver son nom et la plupart de ses vols. Le CEO du groupe a même annoncé vouloir développer des destinations vers l'Afrique, l'Amérique du Nord et l'Inde. Seuls les vols courts sur l'Europe pourraient éventuellement disparaître du tableau de la compagnie belge, mais rien de précis pour l'instant. Un certain flou donc, qui règne aussi sur les questions d'emploi, comme l'ont constaté les délégués syndicaux. Quand on pose la question quand même concernant l'emploi, et principalement pour le personnel au sol, on y répond oui, il y a effectivement quand même des doublons. Donc il y a quand même des craintes à avoir au niveau de l'emploi. Mais ils se veulent rassurants en disant que les doublons se posent pour Cologne, Düsseldorf et Bruxelles et que ce n'est pas spécialement à Bruxelles qu'on va faire sauter les doublons. Donc on s'attend quand même à certains licenciements. En attendant, aucune action n'est prévue. Le prochain rendez-vous, c'est le 12 mars. Le CEO d'Eurowings devrait alors présenter son plan stratégique et donc se dévoiler encore un peu plus. Alors Pascal Deluit, est-ce qu'il y a encore des centres de décision en Belgique avec ces entreprises? Alors oui, il y a encore des centres de décision en Belgique. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore. Et ça évolue par ailleurs. Mais indépendamment de cela, bien sûr, il y a beaucoup de filiales en Belgique et on le sait bien, quand vous êtes dans une logique de filiale, c'est la maison mère qui décide et la maison mère, elle obéit d'abord à ses propres contraintes et aussi par ailleurs aux propres contraintes politiques dans lesquelles elle est. Il est clair que Lufthansa est plus influencé par le processus décisionnel en Allemagne que par le processus et les acteurs politiques en Belgique, c'est tout à fait évident. Angela Merkel a plus de poids que Charles Michel. Ben oui, Angela Merkel a plus de poids, elle a plus d'impact sur le développement de Lufthansa ou sur les contraintes qu'elle pourrait poser à Lufthansa. Et donc pour le reste, on verra, mais ce qu'on nous dit là, c'est juste de la communication. Les vraies choses, on va les apprendre bien plus tard. Sylvie Losberg. Oui, moi je voudrais déplacer un petit peu le débat parce que je ne suis pas du tout une experte en économie, mais par contre on a bien vu depuis les années 80 la déperdition, la perte de repères dans le monde économique, les marques emblématiques qui sont devenues finalement partie d'un trust. Et je pense que ça a un impact sur la population. On l'a vu évidemment avec la Sabena qui était quand même un séisme pas seulement économique, c'était aussi social. Je me demande si on ne devrait pas avoir une réflexion là-dessus finalement. Comment peut-être réinvestir dans des produits qui font sens, auxquels on adhère, dans lesquels on se reconnaît. Et peut-être que là, il y a un travail à faire sur l'image du pays qu'on pourrait faire, je dirais, parallèlement à évidemment tout ce qu'il faut faire pour essayer de préserver des emplois. En général, il y a la frite et le chocolat, Christophe Ginisti. Est-ce que ça suffit pour faire une industrie? Non, ça ne suffit pas pour faire une industrie, mais puisque vous parlez de la frite et du chocolat, disons que les marques ont un capital émotionnel qui est un capital émotionnel fort. Et pour rebondir sur ce que dit Sylvie, ce ne sont pas que des organisations, ce ne sont pas que des entreprises, c'est aussi des facteurs d'attachement. Et la population est attachée à plus ou moins haut niveau à des organisations. À plus fort partie quand l'entreprise en question s'appelle Bruxelles, quelque chose. Mmh. Donc il y a un attachement à cette marque qui est peut-être irrationnelle, qui est peut-être exagérée, mais qui est à prendre en compte dans la communication des dirigeants de Lufthansa, parce que c'est pas une entreprise comme les autres, c'est aussi une marque, et cette marque veut dire quelque chose.
Marcel Sey. Je nuancerai parce que c'est vrai au moment de la dissolution d'une entreprise et d'une marque, effectivement, regardez pour Fortis, pour Sabena, chaque fois il y a un choc, mais est-ce que ça signifie pour autant qu'après les Belges ne vont pas adopter la marque suivante? Je pense par exemple à GB qui est devenu Carrefour. Carrefour maintenant a été adopté. Et puis il y a un autre aspect que je pense qui est très important, c'est que on parle toujours de la construction européenne. Si on va vers une Union européenne, il est logique que les entreprises ne soient plus aussi attachées à un pays ou à un État. Et d'ailleurs, les entreprises rachètent des entreprises qui autrefois étaient des fleurons nationaux. Donc, il y a guère que des entreprises comme Nestlé ou Lufthansa ou des géants de ce type-là qui restent ancrés dans un pays, qui a d'ailleurs beaucoup moins de pouvoir sur elles. Et alors, je voulais juste dire, c'est que ce qui se passe, c'est que, par contre, au niveau social, on ne s'est pas adapté à cette nouvelle donne qui est l'internationalisation des entreprises européennes. Eh bien, on va écouter l'avis de nos invités politiques d'aujourd'hui. Voilà. Nous avons Marc-Jean Geisels, qui est député bruxellois, PS, bourgmestre de Forêt, désigné président de la commission spéciale SIAMU cette semaine. Donc, c'est un peu votre semaine, on y reviendra. Et David Wetzmann, c'est aussi un peu votre semaine, parce que vous étiez échevin à la ville de Bruxelles, et là, depuis vendredi matin, vous êtes devenu député bruxellois, parce que vous avez prêté serment dans les mains du président Charles Piquet. Donc voilà. Donc vous, c'est la ville de Bruxelles, tandis que Marc-Jean Geisels, c'est Forêt. Alors, j'ai tout de suite... Je peux féliciter et saluer mon nouveau collègue et lui souhaiter un bon travail au service des Bruxellois. Un grand merci. Voilà. Merci bon, ils ne sont pas du même parti. Hein. Et justement, on va peut-être s'en rendre compte tout de suite. Marc-Jean Geisels, chez vous à Forêt, il y a Audi. Est-ce que, donc, il y a une grande entreprise, le centre de commandement d'Audi, il n'est pas à Forêt, il n'est pas à Bruxelles, il est aussi en Allemagne. Est-ce que ça vous fait peur quand vous voyez des décisions comme celle de Carrefour, comme celle de Lufthansa? Ça me fait peur. Je suis quelqu'un, à mon avis, assez réaliste et je me rends compte que malheureusement ça peut arriver parce que aujourd'hui on est à l'ère de la globalisation de l'économie. On voit que c'est des grands groupes qui bien souvent même imposent leur vue au gouvernement. C'est le pouvoir économique qui a pris le pas sur le pouvoir politique et seul compte l'intérêt de l'actionnaire et la rentabilité. Et donc c'est vrai que du jour au lendemain on peut avoir de très mauvaises nouvelles, d'autant plus qu'on a des pays concurrents où au niveau environnement, au niveau urbanisme, au niveau protection des travailleurs, on est beaucoup moins exigeant, malheureusement, que chez nous. Et donc la concurrence entre les pays est totalement inégale, et sur le plan fiscal aussi. Sur le plan fiscal, on n'est pas assez attractif? C'est pas qu'on n'est pas assez attractif. Je pense qu'on a une politique sociale qui est maintenant mise à mal par plein de mesures du gouvernement, mais ça c'est encore un autre débat, justement, sur le fait qu'il faut réduire l'impôt. Mais quand on réduit l'impôt, on réduit inévitablement des moyens pour les services publics. Or, moi je crois qu'il faut aujourd'hui plus de services publics et un meilleur service public. Et donc, on risque d'avoir un jour une grande entreprise qui dit « mais moi je vais dans tel pays où je fais tel montage fiscal parce que c'est très intéressant pour moi » et ne se préoccupant absolument pas du sort des travailleurs ou du sort du pays où elle est installée. David Wetzmann, le rôle du politique est si réduit que cela. Vous partagez l'avis de Marc-Jean Geisels? D'abord, pour répondre à votre question, je dois dire que je me réjouis des investissements qu'Audi fait, en particulier dans votre commune, mais également en région bruxelloise. C'est quand même une bonne chose. Et ces investissements, ils les ont marqués à plusieurs lors des dernières années. Donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on les accueillera et qu'on va continuer à les accueillir à la hauteur de ces investissements. Mais alors maintenant, pour répondre plus profondément à votre question, moi, comme libéral, je fais d'abord confiance aux entreprises en disant que ces entreprises créent de l'emploi et on doit continuer à les accueillir pour créer plus d'emplois. Mais en même temps, je ne suis pas dupe. Je pense qu'on doit continuer à garder nos cœurs de décision à l'intérieur de la Belgique même. Et donc, on doit avoir des centres stratégiques belges également. Donc, je plaide évidemment pour que ces grandes entreprises soient peut-être gérées par des actionnaires, également des actionnaires belges. C'est le cas. Et c'est vrai que c'est plus facile quand l'actionnariat est belge, parce qu'il est peut-être plus à même, évidemment, à mesurer l'importance du tissu social autour de lui. Pourquoi le Belge n'y croit plus? Pourquoi il n'est plus actionnaire dans ses propres entreprises? D'abord, il y a de plus en plus... Il y a des entreprises où l'actionnariat reste belge.
belge. Je crois que la Belgique doit tout mettre en œuvre, et au niveau fédéral, il me semble que c'est le cas pour le moment, pour s'assurer que les petites et moyennes entreprises d'aujourd'hui belges deviennent les grandes entreprises de demain. Je pense que ce qu'il y a peut-être, c'est qu'on essaie de se flageller, on a peur de ces grandes entreprises. Et donc parfois, certains partenaires plus de gauche simplement critiquent de façon un peu outrancière ces grandes entreprises qui offrent non seulement beaucoup d'emplois, mais surtout qui génèrent de l'emploi, de l'activité économique par cascade sur les petites entreprises. C'est le PS qui pousse à licencier? Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je fais aussi confiance aux entreprises et aux entrepreneurs. Je fais un peu moins confiance aux financiers qui n'ont qu'en tête la calculette. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, les petites et moyennes entreprises sont plus essentielles encore que les grandes multinationales. Pascal Deluit. Question alors, est-ce que Proximus va rester majoritairement public et Belfius ne va pas être vendu? Vous allez défendre cette position-là au bureau du MR? David Westman, oui. En tout cas, je pense que ces entreprises doivent rester en Belgique. Je pense que la stratégie et la réflexion doit être belge. Savoir si elle doit être publique ou pas publique, on doit se poser la question quant à savoir si elles remplissent une mission de service public. C'est plutôt ça qui est intéressant. Mais est-ce que ces entreprises-là doivent avoir en tout cas un actionnariat belge? Ça me semble important. Vous connaissez beaucoup d'entreprises privées qui exercent des missions de service public? Je pense qu'on pourrait se poser la question quant à savoir si Proximus n'a pas encore à l'intérieur de ses missions une petite mission de service public. Si la réponse est négative, alors peut-être qu'on doit envisager d'actionnaire public est majoritaire. À ce stade-ci, l'actionnaire public est majoritaire. Je parle d'un actionnaire privé. Oui, mais vous m'avez demandé quant à savoir si on devait... Votre question, c'était quant à savoir si elle devait rester publique ou pas. Dans la première personne, je vous réponds, est-ce qu'elle remplit une mission de service public? Si elle ne remplit pas de mission de service public, on peut se poser la question de pourquoi elle doit rester publique, sauf à générer des dividendes importants pour l'État belge, et peut-être que ça peut suffire comme objectif. Par contre, quant à savoir est-ce que ça doit être belge ou pas, moi je pense que ça doit rester évidemment une entreprise belge. C'est sûr que c'était plus facile si ING était toujours une entreprise belge. Ça, c'est certain que c'était plus facile, et peut-être qu'on n'aurait pas connu certaines péripéties, en tout cas dernièrement, notamment sur les licenciements, ou en tout cas peut-être que ces entreprises belges sont plus soucieuses de l'environnement dans lequel elles évoluent. Et est-ce que l'État est un bon actionnaire? Je posais la question cette semaine à Gilles Van Den Buur, il disait que ce n'est pas un bon actionnaire, l'État. Est-ce que vous trouvez, Marc-Jean Kelsès, que l'État joue le bon rôle? Surtout de quel État et quelle direction de l'État. Moi, je suis quand même inquiet quand je vois une entreprise publique qui reste encore une entreprise publique, c'est peut-être la SNCB. Il y a quand même pas mal de sous-investissements et beaucoup de difficultés pour les travailleurs. Bipost, pour moi, il n'y a plus le service public de la Poste. Proximus, ça devient de plus en plus difficile aussi. Donc, on est en train... Et alors, les projets de service public pur, je pense à la police, où on veut privatiser des tas de fonctions, moi, ça me fait vraiment froid dans le dos. Je pense que si on prend Bipost, c'est un bel exemple de privatisation qui a bien fonctionné, et qui a bien fonctionné à double titre. Parce que d'une part, il me semble que lorsqu'il y a quand même peu d'entreprises qui ont dû faire face à un marché tellement en révolution que celui de la Poste, donc non seulement il a pu prendre le marché, mais en plus, il continue à le faire avec une offre qui me semble assez intéressante, tellement intéressante qu'il me semble que on regarde un bureau de poste. Les communes n'ont plus de bureau de poste, ce qui est un lien social et fondamental. Oui, mais il y a moins de lettres aussi. Hein. Sylvie Losberg. Sylvie Losberg d'abord. Oui, alors là, je trouve quand même que c'est un peu pousser le bouchon loin, parce que c'est sûr que le consommateur aujourd'hui est en panne face à la Poste. On n'a pas le service qu'on peut attendre. Vous habitez Place Stéphanie, vous allez chercher un recommandé quasiment à la limite de Scarbeck. Faut arrêter. Et ça, c'est encore à Bruxelles. Mais regardez dans les petits villages... Il ne faut pas habiter Place Stéphanie. Non, mais d'accord, mais je veux dire, vous regardez dans les petits villages, c'est infernal. Il n'y a même plus la possibilité de parler à quelqu'un. Donc, moi, je trouve que là, on doit quand même se poser la question. C'est l'usage de la Poste, ça, Sylvie Losberg. Oui, mais le facteur qui venait tous les jours, la pension, c'est un lien social. Et je pense que c'est une donnée qui n'est pas prise en compte au niveau de ce que ça apporte. Évidemment, ce n'est pas de l'argent, mais ça a vraiment un apport pour la population. C'est de l'argent pour la sécurité sociale. Voilà, oui, exact. Alors, oui, Marcel Sel, vous voulez ajouter son grain de sel. Je trouve aussi qu'on a supprimé beaucoup trop de bureaux de poste, mais dans l'autre sens, il y a une évolution évidente des habitudes, notamment par l'usage de l'email. Par exemple, on reçoit beaucoup de choses qu'avant on recevait par recommandé, même carrément sur une application c'est vrai qu'il y a moins de lettres sur téléphone. Donc voilà, c'est un peu à double... C'est aussi une question très importante. Alors, on va laisser conclure nos deux invités. Là-dessus, Marc-Jean Kelsès, vous vouliez réagir sur la Poste? Moi, je trouve que le rôle social du facteur est vraiment essentiel. Aujourd'hui, finalement, le rôle social que le facteur ne remplit plus, on l'a déplacé vers les CPS, où on a dû engager
dégager des assistants sociaux, ou bien on a plus rapidement placé les personnes du troisième âge en maison de repos, parce qu'avant elles pouvaient vivre à la maison, et le facteur dans les villages, il amenait aussi 1 kilo de patates, il buvait une petite goutte avec la pensionnaire, ça faisait partie, mais oui, mais c'est essentiel, le contact humain, il est essentiel, la proximité, elle est essentielle à tous les niveaux, et ça, on est en train de désociabiliser notre société. Et ça, c'est notamment avec des investissements à la Poste. David Weitzman. On parle de la Poste parce que c'est l'exemple que vous avez donné. Je pense 2 points. Est-ce qu'ici, autour de la table, on peut imaginer une seule seconde que l'État seul aurait pu faire mieux que ce qu'est en train de faire Bipost aujourd'hui, largement recapitalisé face à un marché qui est en révolution complète. Il y a peu d'entreprises qui ont su faire face aux défis que la Poste auxquels elle a dû faire face les dernières années. Et deuxièmement, excusez-moi, mais la Poste aujourd'hui, même service privé, offre toute une série de services, y compris d'ailleurs un service de proximité, puisque les postiers également dans les petits villages offrent un aspect même social puisqu'ils peuvent avoir un contact avec les habitants. C'est fait partie également des différents multiples services de la Poste. Par ailleurs, ils en ont inventé 15 ou 20 les dernières années et l'état financier de la Poste est inespéré. Et puis aller dans un bureau de poste aujourd'hui, si vous vous souvenez de l'état des bureaux de poste d'il y a 20 ans, excusez-moi, il suffit d'y aller tous les jours pour se rendre compte de la différence. Très bien, on parlera peut-être encore de la Poste une semaine prochaine, mais là on va parler d'autre chose. On va parler de la NVA, rien à voir avec la Poste. La NVA qui suscite toujours beaucoup d'intérêt. Normal, c'est le premier parti du pays. Alors faisons de la science-fiction. La NVA arrive en tête des partis flamands au régional 2019, au point d'être incontournable. Alors que fera par exemple le MR? La réponse de Didier Renders, c'était dans l'interview de mercredi. J'ai regardé une interview récente d'Olivier Maguin qui disait si la NVA est incontournable, elle fera la partie flamande du gouvernement et puis on fera. Mais sans accord. Oui, on fera avec d'autres la partie. Et donc quoi, il y aura les affaires courantes pendant 5 ans. Donc on fera comme maintenant, on ne fera rien, mais ce sera officiel. Ça ne me paraît pas une bonne démarche. Non, moi je ne vais pas vous dire que nous n'allons pas pouvoir gouverner avec la NVA quand je vois ce que nous faisons au niveau fédéral, où on a réussi à mettre l'institutionnel de côté et à travailler sur le socio-économique. À Bruxelles, on est prêt à travailler avec toutes celles et tous ceux qui voudront vraiment changer un certain nombre de choses en matière de mobilité, qui est quand même un des enjeux majeurs sur la région bruxelloise, investir beaucoup plus dans le métro et dans des trams en site propre et dans des développements possibles de transport en commun, plutôt que de s'en prendre à la voiture sans donner d'alternative, et puis travailler sur des sujets qui sont très présents dans l'opinion aujourd'hui. Pas seulement la sécurité dont on parle souvent, mais la propreté, par exemple. Ce sont des thèmes sur lesquels on va devoir développer des projets. Toutes celles et tous ceux qui seront prêts à y participer seront les bienvenus, mais il faut d'abord tenir compte... Pas d'exclusif, sauf à l'extrême droite et à l'extrême gauche, comme je l'ai dit. Alors David Weitzman, on prépare déjà une nouvelle majorité à la région bruxelloise? Non, je pense que le message était de dire qu'on pouvait travailler tout le monde, sauf avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc la question c'était quant à savoir si la NVA est incontournable. Bon, si la NVA est incontournable, on travaillera probablement avec eux, comme le fait d'ailleurs assez bien pour le moment au gouvernement fédéral. Je pense que tous les indicateurs socio-économiques sont dans le vert. Maintenant j'entends qu'il y a d'autres partis qui disent s'ils sont incontournables, on va faire 2 gouvernements au sein du gouvernement bruxellois. Enfin ça c'est non seulement un mensonge, mais c'est un non-sens également. Donc. Que fera le PS si le MR la NVA est incontournable en 2019? Je pense que le ministre-président était clair. C'est un parti bruxellicide et c'est vrai que moi je le vis au quotidien au Parlement bruxellois. Moi je suis atterré d'entendre les positions des parlementaires NVA qui sont là normalement pour défendre Bruxelles et les positions qu'ils prennent. Voilà, tout est dicté au départ d'Anvers. Parce qu'on entend, Olivier Maguin, il a un plan, il a expliqué, Didier Renders et David Weitzman dit on fera comme avec les autres partis, et vous? Et moi je suis optimiste, je crois que les Flamands de Bruxelles ne vont pas se faire prendre par des bons communicateurs, parce que la NVA c'est de la com en permanence. Alors ça c'est peut-être le danger, et c'est vrai qu'avec le discours de Renders, qui droitise quand même fort le MR bruxellois. On voit, il repositionne de Stex, qui est un attrape-voix, mais là, il va peut-être prendre un peu des voix à la NVA, mais ce sera pour leur placer au niveau régional. Personne n'en voulait. Il a été exclu de Toa XL, puis on le ramène dans le jeu. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi. La technique, c'est de dire, voilà, nous, on est proche de la NVA, donc votez pour nous si vous êtes francophone. Ça, c'est la technique de message. Au moins, je dirais, il y a une cohérence et une honnêteté plus que chez Charles Michel, qui disait jamais avec la NVA, et puis qui a fait un gouvernement fédéral. Je note que vous n'avez pas répondu à ma question. Que va faire le PS? Mais ça, vous verrez, nous on est optimistes.
Et donc, ça va bien se passer. Je verrai alors. De toute façon, il n'y a pas de anti-réponse. Je pense qu'ici, il y a des gens qui sont des experts en constitution. Dire ici, la NVA est incontournable, tout le monde travaillera avec la NVA. Dire le contraire, c'est un mensonge, à part ne rien faire pendant 5 ans. Pascal Deluitte, alors l'avis du politologue. Alors, bon, il y a de l'institutionnel au gouvernement fédéral et quasi tous les jours. Deux, ne soyons pas dans la prophétie autoréalisatrice. On est très loin de cette situation. Si elle se présente, voilà, je pense qu'il faut partir de là. Il ne faut pas poser des plans sur la comète. Si elle se présente, il faudra gérer la situation. Et gérer la situation, vous savez, vous pouvez tourner comme vous voulez. Il faudra discuter avec la NVA et la NVA devra discuter avec des partis néerlandophones et francophones. Donc ce que dit Olivier Minguin, par exemple, on peut mettre la NVA de côté et gouverner comme si c'était des affaires courantes pendant 5 ans, c'est possible ou pas? Je pense, dans l'absolu, qu'il ne faut pas mentir aux électeurs et aux citoyens. Ce n'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, vous savez, il faut une majorité. Une majorité requiert 2 choses. Une majorité de parlementaires régionaux qui votent l'installation du gouvernement et une majorité dans chaque rôle linguistique. Moi, je ne vois pas vraiment, avec ce scénario-là, comment vous arrivez à formuler une majorité et des ministres qui peuvent exercer leurs fonctions, c'est-à-dire d'exécuter soit les décrets et bien sûr ce qui a été voté auparavant. Donc, moi je pense qu'on est occupé, mon sentiment profond, c'est qu'on est occupé à créer un problème qui va devenir une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, on est occupé à expliquer aux Bruxellois, vous pourriez éventuellement voter pour la NVA, c'est pas très grave. Si, c'est très grave. Quand on voit ce que fait la NVA au gouvernement fédéral dans les missions qu'elle exécute, c'est très grave. Ce n'est pas un parti d'extrême droite, mais en même temps, c'est très grave par rapport à ce qu'elle fait au gouvernement fédéral et c'est éventuellement très grave par rapport au destin de la région de Bruxelles-Capitale. Mais la NVA reste un parti démocratique. Donc. Marcel Sey. La question que je voulais poser à David Weitzman, c'est quand Didier Reynders compare l'équipe au gouvernement fédéral, où on sait que la NVA a besoin du MR pour exister, puisqu'il faut quand même qu'il y ait au moins un parti francophone, et où les enjeux sont... Non, je sais, mais... Oui, mais enfin, non, il n'en faut pas. Non. En principe, il n'en faut pas. Mais enfin, il faut juste des ministres francophones. Il faut des ministres francophones. Bon, oui. Mais donc, quand il compare ça avec Bruxelles, où la NVA, au contraire, si elle avait une majorité côté flamand, pourrait jouer le flibustier comme elle veut, sans aucune limite. Est-ce que c'est vraiment comparable? Enfin, pour moi, ce sont 2 choses qui sont totalement différentes. Travailler avec la NVA au fédéral ou travailler avec la NVA à Bruxelles, c'est quasiment le jour et la nuit, en fait. David Weitzman. Moi, j'ai pour habitude, peut-être comme jeune politique, de répondre aux questions qu'on me pose. Et donc, vous m'avez demandé, est-ce que si la NVA est incontournable, est-ce que vous comptez travailler avec? Bon, je vous réponds c'est pas ça ma question maintenant. Institutionnellement. Je vous ai posé une autre question. La question, c'est est-ce que Didier Reynders est-ce que la comparaison de Didier Reynders tient la route à partir du moment où vous avez 2 entités aussi différentes que le fédéral et la région bruxelloise? En tout cas, sur le principe même, en ayant fait option des problématiques institutionnelles ou communautaires, ça marche pas mal sur les matières socio-économiques et donc nous avons effectivement, sur certaines matières, une certaine proximité, donc je n'aurai pas de difficulté sur ces matières-là à travailler aussi à Bruxelles quand on voit les enjeux de mobilité, les enjeux de propreté, les enjeux liés à la fiscalité. Ce sont des points importants sur lesquels on ne peut pas dire que le gouvernement pour le moment excelle. Donc tout n'est pas mauvais. Sylvie Losberg. Oui, mais alors comment... Alors vous dites ce serait l'immobilisme si on ne faisait pas ami avec la NVA à Bruxelles. Mais en même temps, ça va être aussi l'immobilisme, puisque la NVA, on voit bien que ce qu'elle fait, c'est essayer de mettre Bruxelles sous la tutelle des autres régions, ou en tout cas de faire en sorte que ça ne fonctionne pas du tout à Bruxelles. Donc pour les Bruxellois, moi je pense que c'est quand même important de pointer, et qu'on soit MR ou PS, ou même du PTB, parce que je ne comprends pas très bien non plus de mettre sur le même plan les partis d'extrême droite et d'extrême gauche. Je trouve que c'est un petit peu facile de la... Non, mais dans la prise de parole de Reynders, c'est un peu facile aussi. C'est genre, on écarte tout ce qui dépasse et puis on continue à travailler et on met en avant la NVA qui a des beaux résultats à Anvers, etc. Moi, je pense qu'il faut quand même expliquer aux Bruxellois ce que ça aura comme conséquence pour eux. Et c'est très clair, les résultats. On connaît déjà la politique de la NVA. Donc ça, je trouve que le MR devrait, puisqu'il veut vraiment avoir la main sur la région, puisque c'est quand même, je pense, votre objectif,
eh bien, expliquer ce que vous allez faire avec la NVA et quelles vont être les conséquences. Et pas seulement en termes de mobilité, soi-disant, on va régler ces problèmes-là, il y a tout le reste, c'est-à-dire le rapport avec la population, le rapport avec l'emploi des langues, le communautaire, soi-disant, au frigo, comment vous allez faire à Bruxelles. D'abord, vous n'avez peut-être pas bien suivi. Donc, le seul parti qui prône l'immobilisme, c'est DEFI. Moi, on ne prône pas l'immobilisme, vous me posez la question quant à savoir s'ils sont incontournables. S'ils sont incontournables, on travaillerait avec eux. Pour le reste, on est prêt à travailler avec tout le monde, sauf avec l'extrême droite et l'extrême gauche. Et qu'est-ce qu'on peut faire au niveau socio-économique? Regardez toutes les différentes mesures que vient de prendre le gouvernement au niveau fédéral avec ce partenaire-là. Si on pouvait faire la moitié sur les 5 prochaines années avec différents partenaires, je crois que ce ne serait pas une mauvaise chose. Sur les matières socio-économiques, en tout cas. Au niveau du gouvernement fédéral, c'est à peu près la moitié de la moyenne européenne en perspective. C'est quand même pas si exceptionnel, hein, M. Weitzmann. Vous mettez de côté les créations de jobs, Pascal Delis. Les 59 000 jobs. Ouais. Ouais. Marc-Jean Guessel voulait intervenir. Je dis, citer un gouvernement MR-NVA pour améliorer la mobilité à Bruxelles, ça me fait un peu sourire quand on connaît les problèmes de mobilité à Anvers. Donc ça, c'est une première chose. Mais je me demande si le message de Renders, c'est pas de dire on a tellement envie de retourner au fédéral avec vous qu'on vous donne un gage. Et pour la NVA, arriver au pouvoir à Bruxelles, c'est le plus beau des cadeaux. Et donc, ça confirme que le MR est prêt à vendre son âme pour rester au pouvoir avec la NVA. Vous voulez vendre votre âme, David Wilson? Chez moi, ça me ferait plaisir de pouvoir parler des projets pour les Bruxellois, parce que, bon, après ça, je comprends que certains n'ont pas envie de faire différents bilans, mais je pense que si on prend la mobilité aujourd'hui à Bruxelles, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'elle est catastrophique. Donc c'est certain qu'on ne pourra pas faire, on pourra faire toujours mieux. Vous dites que ce n'est pas de votre faute dans ce cas-là. Non, ce qui est certain, c'est que, quel que soit le partenaire avec lequel on sera, si le MR dans cette future majorité, on fera mieux. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Eh bien, on va un peu calmer les esprits avec notre rubrique tête d'affiche. En fait, je vais vous proposer à chacun les 4 visages de personnalités qui ont fait la semaine, entre autres. On va commencer par vous, David Weitzmann. Je vous propose tout d'abord Elon Musk, qui a envoyé une de ses voitures Tesla dans l'espace, ou alors Abou Jaja, l'excité du bocal, qui annonce au moins une liste francophone bruxelloise. Nous avons Nadjeu Jean, le sculpteur de Tintin disparu ce week-end, ou la reine Mathilde, qui donne des conseils informatiques et judicieux aux jeunes. Alors, qui choisissez-vous? Elon Musk, Abou Jaja, la reine Mathilde, Nadjeu Jean? Bon, j'hésite entre la reine Mathilde et Elon Musk pour des raisons totalement différentes. La première, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur les matières, notamment de discrimination online. Il faut choisir une personne. Bon, écoutez, je prendrai effectivement la reine Mathilde parce que la préoccupation sur laquelle elle a travaillé cette semaine-ci est fondamentale. Je pense que cette forme de discrimination est quelque chose d'agression online, quelque chose que dans les communes on connaît, sur lequel on travaille, notamment dans les écoles. Et je crois que c'est quelque chose qui est peut-être pas encore bien perçu, et notamment les ravages que ça fait auprès des jeunes, auprès des plus jeunes. Donc c'est quelque chose sur lequel on devra travailler tant avec la communauté française qu'avec les différentes communes. Alors sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais sur la forme, peut-être il y a quelque chose à revoir. Donc je propose de regarder la fin de cette petite vidéo de la reine Mathilde. Si vous voyez que d'autres sont victimes de harcèlement en ligne, soyez présents pour eux, car le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Voilà, le cyberharcèlement, c'est vraiment nul. Bon, c'est déjà pas mal parce que c'est un message et qui était bien partagé. Mais bon, en termes de communication... Pour ma part, on va dire que la forme et le fond ont quelque chose d'un petit peu décalé. Oui, mais ça en fait peut-être le charme aussi. Je ne sais pas si ça en fait le charme, parce que la vérité, c'est que le fond a besoin d'une certaine forme pour passer. Et donc, c'est pas... Non. Alors moi je me permets de défendre complètement notre aide, parce que je trouve qu'au contraire que la communication est excellente, parce que à qui est-ce qu'on parle? On parle pas à vous, on parle pas à des intellectuels, on parle à des enfants. Donc avec des enfants notamment, c'est pas mal de pouvoir l'exprimer, parce que la grosse difficulté c'est que les enfants eux-mêmes ne se rendent pas compte de ce que c'est que ce type de harcèlement et discrimination online. Donc je trouve que c'est pas mal. En tout cas, on en parle, vous en parlez, les enfants en parlent. Donc rien que pour ça, c'est à mon avis une grande réussite. Eh bien, on va passer au visage pour Jean-Marie Guessels. Philippe Van Leu d'abord, le réalisateur bruxellois qui a triomphé au Magritte avec Inseriétit, la chanteuse de The Voice France en turbané Menelip Thyssen, ou alors Christian de Valkener, le procureur dessaisi du dossier des tueurs du Brabant Wallon, ou enfin Ruud Vormer, le soulier d'or du Football Club de Bruges. Alors, vous pouvez choisir entre Philippe Van Leu, Menelip Thyssen, Christian de Valkener ou Vormer, pas le soulier d'or. Non.
Parce que l'affaire des tueries du Brabant wallon, c'est quand même quelque chose qui poursuit, qui touche les Belges depuis plus de 30 ans, à peu près. Plus de 30 ans. Et qui a marqué vraiment les esprits. Moi, je me souviens, les attaques dans l'école Reut, dans les Delais, c'était vraiment terriblement traumatisant. Et c'est quelque chose où on a l'impression à plusieurs reprises d'avoir touché la vérité quasiment du bout des doigts. Et puis, on s'en éloigne chaque fois un peu plus. Alors, certains ont peut-être emporté de grands secrets dans leur tombe. Il y a eu des tas de scénarios avec des tas de complots. Voilà. Donc, c'est quand même quelqu'un qui connaissait bien le dossier. Et on verra où ce dossier va la suite. Ouais. Voilà. Je profite, vous êtes là, Marc-Jean Geisel, je disais, vous êtes un peu... vous avez marqué la semaine parce que finalement, on va parler tout à l'heure du procès qui concerne Forêt, c'était rue du Driss, nommé président de la commission spéciale SIAMU. Et puis vous avez terminé la semaine avec une affaire pas très agréable à l'école de la rue de Sept-Bonniers, où vous êtes mis sévèrement en cause par les parents de l'école en disant que vous n'intervenez pas assez. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Je pense que en fait, le reproche essentiel qu'on me fait, c'est de communiquer très mal. De ne pas montrer suffisamment d'empathie vis-à-vis des parents. Donc ça, je ne le montre peut-être pas suffisamment assez, mais pourtant c'est vraiment une affaire qui me touche et qui touche d'ailleurs l'ensemble de l'équipe de l'instruction publique, les chefines, tous les membres du personnel enseignant et les directions, que ce soit dans cette école-là ou dans d'autres, parce que c'est vraiment une affaire extrêmement délicate, extrêmement sensible. On a choisi une stratégie parce qu'on pensait vraiment que c'était dans l'intérêt de tous les enfants, de la victime, et qu'on n'avait pas d'éléments suffisants. Donc on a pris les précautions pour que le deuxième voyage, ceux qui ont décidé que le deuxième voyage devait partir, moi j'étais informé pendant que le voyage avait lieu, au moment du dépôt de la plainte pénale, ceux qui ont décidé l'ont fait en connaissance des éléments qu'ils avaient à ce moment-là, c'est-à-dire il n'y avait pas encore de plainte pénale, il y avait juste une maman qui avait rapporté que sa fille aurait subi des attouchements, mais sans pouvoir préciser où, quand et de qui, mais en pointant du doigt le départ en classe verte. C'était peut-être un peu radical d'annuler tout. Ça aurait créé déjà les perturbations qu'on connaît, ça les aurait créées plus tôt. Et puis, quand les enfants sont rentrés, on a pu considérer qu'ils étaient tous en sécurité, pour autant qu'ils étaient en danger pendant ces voyages. Et on a décidé de ne pas communiquer pour ne pas inquiéter tout le monde et pour aussi garantir l'anonymat de la victime, mais aussi laisser à l'enquête judiciaire le temps de se faire. Parce que ce qui, pour moi, reste toujours essentiel, c'est de connaître qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a fait. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez que là, vous avez eu tort. Alors, je pense que je dois reconnaître aujourd'hui qu'il faut trouver un accord avec les associations de parents, avec les parents, pour savoir quelle méthode de communication et quelle information on peut diffuser à qui, parce qu'il faut quand même que l'information à un moment reste confidentielle. Il y a quand même une réalité Donc c'est très émotionnel. Et moi, j'essaye de prendre du recul. C'est pas du tout que... Je comprends la colère, je comprends l'inquiétude des parents, mais je veux essayer de prendre du recul. Et c'est mon rôle de bourgmestre, c'est mon rôle de prendre des coups, même à la place de mes collaborateurs, parce que je trouve que l'ensemble de l'équipe qui a dû prendre des décisions, même sans moi, sans m'y associer directement, l'ont fait vraiment avec beaucoup de cœur et avec beaucoup de passion. Et donc j'accepte de prendre des coups, même si je ne suis pas directement impliqué à l'origine. Mais je suis aussi prêt à dire qu'il faut trouver une solution pour travailler sur l'avenir avec une méthode qui convienne à tout le monde. Il faut aider les enfants aujourd'hui. Bien sûr, mais ça c'est une des problématiques. On a eu une excellente réunion très constructive. Quels enfants faut-il aider? Parce qu'il y en a une qui a subi un traumatisme, un ou une qui a subi un traumatisme, ça semble incontestable, mais on ne sait pas où. J'espère aucun autre. Et maintenant qu'on a mis ça sur la place publique, tous sont un peu perturbés. Et donc ça, c'est toute la difficulté. Bon, je crois que c'était important d'en parler, profitant que vous avez ici, et c'est quand même une affaire dont on a parlé pendant la semaine. Et donc, j'en reviens à ce procès à la fois à Abdeslam et à Yari. Donc beaucoup de ramdam pour un procès qui n'a finalement duré que 2 jours, avec des prévenus qui étaient soit muets, soit embobineurs, soit absents. Finalement, qu'est-ce qui va en rester de ce procès? Est-ce que ce serait un procès pour quelque chose ou un procès pour rien, Christophe Ginisti? Ce sera un procès pour rien parce que l'acte de la communication et la communication qui entoure ce procès est complètement loupé. C'est-à-dire que c'est devenu une série de non-événements. On attendait ce procès, beaucoup de gens attendaient ce procès
pour avoir des réponses, pour d'une certaine manière avoir un acte qui sacralise la peine, la condamnation et ce genre de choses. Et en guise de ça, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on n'a rien. On n'a ni dans l'attaque, ni dans la défense, on a un non-événement, quelque chose qui ne se passe pas. Et ce genre de choses qui ne se passent pas, c'est quelque chose qui est pire. Le pire pour l'opinion, on parlait tout à l'heure d'un sujet, de ce sujet-là sur l'école. Quand les choses ne se passent pas, quand les choses ne sont pas dites, quand les choses ne sont pas exprimées, eh bien on a l'impression qu'elles n'ont pas été traitées. Et donc ça laisse le traumatisme qui est en suspens comme ça, à la fois chez les victimes, mais également chez tous les citoyens qui aimeraient avoir de la compassion pour cette histoire. Finalement, c'est un acte manqué. Marc-Jean Kessels, là-dessus, je vous fais parler d'abord parce que vous êtes le bourgmestre du Driss. Donc, comment vous l'avez vécu, ce procès ? C'est vrai on reste sur sa faim, et puis maintenant une grande inquiétude. Si les vices de procédure qui ont été mis en avant sont avérés, et que le magistrat qui siège en toute indépendance et qui est avant tout juriste, et c'est vrai que même si c'est très dur, c'est le respect des droits de la défense. Je sais certains déjà attaquent en disant mais est-ce qu'on doit appliquer le formalisme à ce point, etc. Oui. On n'a pas le choix. Dans un pays de droit, oui. Non, mais on pourrait modifier la loi. Oui, non. Mais pas pendant le jugement. Pas pendant le jugement, mais voilà. pour après. Mais d'abord, je crois que tout le monde crierait au complot, ne comprenant pas. Et alors, vis-à-vis du pays qui nous a pointé du doigt, qui est un pays ami, qui est quand même la France. Là, je pense que pour un Français, expliquer que parce qu'au départ, on a commencé dans une langue alors qu'il fallait commencer dans une autre, ou poursuivre dans la même langue, je crois que là, ce serait l'histoire belge, mais dont on entendrait parler pendant de très longues années. David Weitzman. Moi, je ne commande jamais de procès. Je pense que je suis très, très pointilleux sur la séparation des pouvoirs. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a un peu interpellé parce que une double réflexion. Comment est-ce qu'on en arrive là à avoir des jeunes de chez nous aussi radicalisés, premièrement. Et deuxièmement, ce qui m'a interpellé également, c'est que certains experts pointaient du doigt que le fait qu'en tout cas Abdeslam serait encore davantage radicalisé aujourd'hui qu'au moment des faits. Donc se pose quand même la question de savoir, notamment Denis Ducarme l'avait soulevé à plusieurs reprises, qu'est-ce qui se passe dans nos prisons? Qu'est-ce qu'on peut accepter, pas accepter? Comment est-ce qu'on lutte contre cela? Et puis alors, comment est-ce qu'on se lutte, notamment sur tous les sites internet? En tout cas, dans les prisons, moi, je peux vous dire qu'on est en demi-grève. Non, mais moi, je ne fais pas des petits jeux politiques. Je pense que... Oui, dans toutes les prisons. Je pense que la problématique, elle n'est pas belge. Je pense que dans les prisons, la problématique, elle est double. Il y a encore aujourd'hui, notamment pour nos jeunes, des sites internet qui sont d'un radicalisme absolument dingue. C'est quelque chose sur lequel on travaille dans les communes, en particulier à la ville de Bruxelles, mais c'est quelque chose sur lequel notre génération doit encore aller beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment, vous m'avez posé la question, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Cette double forme de radicalisation. Investir dans les services publics, notamment dans celui de la prison. Sylvie Losberg. Oui, alors il y a la question des prisons, du radicalisme en prison, mais il faut quand même se rendre compte qu'Abdeslam, il est quasiment à l'isolement, hein. Donc c'est pas les autres qui le radicalisent. Je crois que c'est une vraie question de savoir comment finalement sur ce petit terreau de terrorisme, parce qu'on l'a vu au départ, c'était plutôt un délinquant de Molenbeek qui s'est radicalisé, mais maintenant il est carrément dans une posture de surmusulman, comme on appelle ça, donc ça pose quand même des questions aussi sur quand il va sortir, parce qu'il va sortir. 30 ans, c'est le maximum. Hein, oui, mais attendez, il n'a pas été condamné en France. Non, mais attendez, alors justement, donc, je voudrais revenir sur la question du Driss. Bon, il ne fait aucun doute qu'il était à Paris, qu'il avait un gilet, donc je pense que le vrai procès, il va se jouer en France. Tout et à le fait qu'ici, voilà. Tout le monde en était conscient. Ouais. Je suis désolé, on va devoir arrêter là-dessus sur le procès, parce que je veux quand même qu'on parle des femmes politiques, Sylvie Losberg, puisque certaines préfèrent se retirer de la vie politique, d'autres ont envie d'en faire partie. Un colloque cette semaine en réunissait une centaine. Reportage de Sabine Ringelheim et Quentin Rossels. Faire son chemin en politique quand on est une femme, c'est encore et toujours s'exposer au sexisme et au mépris le plus décomplexé. Beaucoup en témoignent ce matin, à commencer par l'initiative du nouveau réseau Pauline, la conseillère communale ixelloise Asita Kanko. Je ne savais pas comment entrer en politique. J'en ai parlé avec un sénateur en disant j'ai envie de me lancer en politique, comment est-ce qu'il faut faire en fait? Et il m'a regardé de manière comme si j'étais un morceau de viande et il m'a dit on va au cinéma ensemble, tu m'intrigues. Et donc tout ça c'est effrayant. Donc je ne suis pas rentrée en politique à ce moment-là pour cette raison. Pauline se veut incubateur politique. L'idée est de créer un réseau de partage d'expériences et de bonnes pratiques
pour encourager les femmes à prendre leur place dans un monde encore très majoritairement dominé par les hommes. Devenir ministre reste plus difficile pour les femmes, même dans un pays plus avancé en matière d'égalité des sexes, comme l'Islande. Ça commence dès l'enfance. Quand j'étais petite, il n'y avait pas d'exemple de femmes politiques. C'était comme ça en Islande à l'époque. Il n'y avait qu'une femme au Parlement quand je suis née. Quand j'ai grandi, je me suis demandé si j'avais ma place en politique. Tous les messages que je recevais étaient non. Dans l'assistance, la jeune Alice Gerebtsov, 15 ans. Loin de la décourager, les discours entendus ce matin la motivent à s'engager en politique. Il y a toujours tellement un manque de respect envers les femmes et les femmes n'osent pas du coup aller plus loin et vraiment ça me choque et ça me donne envie de faire quelque chose. Mes amis sont tous, ils me supportent tous et il n'y en a aucun même dans les garçons qui dit « Ah non c'est ridicule, t'es une femme, enfin t'es une fille, tu vas jamais y arriver ». Donc ça je trouve ça encourageant parce que ça montre que les gens de ma génération, déjà ça a déjà un peu changé. Mais le chantier reste immense. Et Pauline espère y contribuer. Alors, il y a encore du boulot, hein, Sylvie Losberg, en matière de politique, pour que les femmes aient vraiment une place. Oui, alors il y a du boulot, mais c'est vrai que la Belgique, quand même, depuis 1994, a mis en place des législations qui permettent d'avoir soit la parité, soit la tirette sur les listes pour les prochaines communales. Donc ça veut dire un homme, une femme sur la liste. Mais il n'y a pas que la question des listes électorales. Je pense aussi qu'il faut aussi prendre en compte les difficultés qu'ont les femmes dans des postes à responsabilité. Au fond, c'est la vie quotidienne, c'est la conciliation entre les ambitions et la vie au quotidien qui pose le plus de problèmes, en tout cas en Belgique. Et sur l'initiative Pauline, c'est évidemment très important de faire du réseautage, d'être dans la solidarité. Maintenant, ça me pose quand même un peu question que dans le pré-programme, on proposait des cours de maquillage ou pour bien se présenter à la télévision. Et de la part de Mme Kanko, ça pose aussi une question parce qu'on est quand même dans une période préélectorale. Et je trouve que, bon, ce qui est important, c'est de donner de la place à toutes les femmes, aux jeunes en particulier, de leur donner des moyens pour essayer qu'elles se mettent sur les listes et qu'on n'aille pas chercher des femmes un peu alibi. Donc je pense qu'il y a encore du boulot et il ne faut pas tout mélanger. Pascal Deluit. Oui, juste un petit mot. Je pense qu'effectivement, depuis 1994, la vie politique belge s'est fort ouverte aux femmes et dans les assemblées parlementaires, vous pourriez en témoigner, il y a beaucoup plus de femmes qu'auparavant. Mais ce qui ne suit pas, c'est d'autres secteurs de la société. Et c'est un aspect qu'on oublie de souligner, c'est qu'on ne pourra pas aller plus loin dans la présence des femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, dans les exécutifs et dans la vie parlementaire, ou comme bourgmestre par exemple, si par ailleurs les choses ne suivent pas. On voit toute la difficulté de la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises par exemple. Donc il faut que la politique soit le reflet aussi d'un mouvement ailleurs. Et on pourrait dire qu'elle a été pionnière, et que c'est plutôt certains secteurs de la société qui ne suivent pas. Et il ne faut pas oublier cet aspect-là, je pense. Pourquoi il y a si peu de bourgmestres femmes? Il y en a 2 sur 19. Hein, oui. Quand vous faites votre petite conférence de bourgmestre, c'est quand même très masculin. Hein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une femme autour de la table des experts? Mais ici, il y en a d'habitude. C'est vrai. D'habitude, il y en a davantage. Voilà. Alors voilà, vous avez de la chance, c'est vous qui êtes là et non pas une de vos collègues féminines. Profitez-en. Voilà. Merci en tout cas merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Mais non, plus sérieusement, j'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une volonté d'exclure les femmes, d'ailleurs, du poste de bourgmestre. D'ailleurs, j'ai contresigné une proposition avec d'autres parlementaires qui est votée normalement aujourd'hui et je brosse le vote pour être présent avec vous et David à mon avis aussi. Et donc on va aller voter. Hein, cette émission est enregistrée le vendredi après-midi, d'où voilà l'explication. Oui, d'accord. Et excusez-moi alors. Et alors on a le projet d'ordonnance a pour effet d'imposer un tiers des femmes ou des hommes, minimum un tiers d'un des deux sexes, donc c'est un tiers, 2 tiers, minimum dans chaque collège. Aujourd'hui, sur les 19 communes, seulement 2 communes n'ont pas cette parité, et je pense qu'il y a des communes, je crois que c'est XL, où là, les femmes sont plus présentes au collège que les hommes. Oui, donc je crois que, comme l'a dit Monsieur Deluit, les choses sont en voie d'évolution, de bonne évolution, mais il faut peut-être accélérer le mouvement, pas uniquement sous l'angle du domaine politique, dans le domaine économique, dans d'autres... David Weitzman.
Mais si j'ai bien étudié le dossier pour aller voter tout à l'heure, c'est pas un tiers. En tout cas, le MR ne plaide pas pour un tiers, le MR plaide pour une moitié. Quand on parle de parité, il me semble que la moitié, ça me semble plus nécessaire qu'un tiers. Pour les deux bourgmestres, on en est particulièrement fiers, Dominique Dufourny et Françoise Quebmans. Pas tellement fiers que ce soit des femmes, mais fiers que ce soit des bourgmestres excellentes. Pour le reste, Pauline, je vous invite à y aller parce que c'était pas une initiative que pour les femmes, parce que j'y étais. Et je trouvais que c'était une magnifique initiative d'Acita Quinco qui d'ailleurs transcendait un petit peu les intérêts belges, puisqu'on a beaucoup parlé également de la problématique à l'international. Encore moins de 20% des postes politiques qui sont occupés dans le monde par les femmes, même pas des postes politiques, donc ça comprend notamment les députés. C'est quelque chose de grammatique, et donc ce n'est pas une nécessité uniquement par respect de la moitié de l'humanité. Il me semble qu'en soi, ce serait déjà ça un objectif plus que fondamental, mais c'est aussi par intérêt. Pourquoi par intérêt? Toutes les études montrent que les entreprises, et là je rejoins ce qu'a été dit, il y a une grosse problématique dans les entreprises où les femmes ont la parité au conseil d'administration, sont des entreprises plus stables, même plus rentables et plus efficaces. Idem pour la stabilité dans le monde. Je pense quand même que s'il y avait davantage de représentativité de cette part de l'humanité dans les postes politiques, je ne pense pas qu'on aurait parfois des sottes décisions qui sont prises au niveau mondial, et je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Donc je crois que c'est vraiment une nécessité, et je pense surtout que les hommes devraient être dans ces réunions pour s'assurer qu'effectivement, ce soit un combat de tout le monde. Vous étiez notre représentant. Merci, David. J'étais pas le seul, mais c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Alors, enfin, on va passer à l'embrouille de la semaine. André Flahault qui vante les mérites des cours d'arabe en Fédération Wallonie-Bruxelles, et il se prend une volée de bois vert. Ferait mieux de penser aux langues essentielles à l'emploi, comme le néerlandais, le français ou l'anglais. Voilà un peu tout ce qu'on lui a sorti. Alors, c'était vraiment la question de la semaine, Marcel Sels. Oui, c'était la question de la semaine. Et puis, il y avait deux groupes qui s'opposaient. Moi, je fais plutôt partie du groupe qui pense que l'idée de départ, c'est-à-dire empêcher l'arabe de n'être enseigné que dans les écoles coraniques, parce que c'était de là que ça venait, était pas une mauvaise idée, c'était même une très bonne idée, mais que aller mêler l'enseignement à ça, alors que justement on a un déficit énorme au niveau notamment du néerlandais. Et j'ai regardé à Bruxelles, on a par exemple chez les jeunes de 18 à 25 ans, on a 12% qui parlent correctement le néerlandais chez les jeunes non néerlandophones, pour 25% d'offres d'emploi en néerlandais chez Actiris. Ça, c'est juste un exemple. Donc je crois qu'il faut garder les priorités. Et je crois que la deuxième chose qu'on a dite, c'est-à-dire qu'il faut offrir des cours d'arabe pour le vivre ensemble, mais oui, mais à ce moment-là, il faut se demander des cours pour qui? Si c'est pour les arabophones, il y a 25% d'arabophones à Bruxelles, et alors quand on dit arabophone, ça se mélange entre des arabophones qui parlent arabe standard et d'autres qui parlent le maghrébi, le marocain, le dialecte marocain, qui ne sont pas intercompréhensibles. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Apprenez un arabe que les trois quarts des gens ne vont pas comprendre. Donc je ne vois pas la logique. Alors on va d'abord demander à nos deux invités ce qu'ils pensent de la déclaration, le tweet d'André Flahault. On va commencer par vous, Marie-Jean Guessel. C'est ce que vous suivez André Flahault dans son envie de ces cours d'arabe. Alors j'aurais plutôt envie de dire renforçons les cours de néerlandais et d'anglais. C'est ça la priorité pour vous? Je pense. Et puis après, si on a d'autres moyens, l'ouverture aux langues est une très bonne chose. L'arabe, certainement. Je crois que c'est 450 millions d'individus qui le parlent dans le monde, mais il y a aussi le chinois, l'espagnol. Donc voilà. Mais moi, je ne suis pas opposé. Donc la proposition est tout à fait correcte. Je suis aussi assez sensible au fait que si on peut sortir l'apprentissage de l'arabe d'un réseau un peu plus fermé, c'est une bonne chose. Mais je crois que le néerlandais et l'anglais est, à mon avis, encore plus essentiel. David Wetzmann. Enfin, je suis un peu déçu. Ça m'embête ce débat-là parce qu'on a donné l'impression de stigmatiser, notamment une communauté. Et je trouve que cette proposition était complètement démagogique. Pour le tout, elle était démagogique ou au moins électoraliste. J'espère qu'elle était au moins électoraliste. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est qu'il y a déjà des jeunes, s'ils le souhaitent, prendre des options langues, qui ont la possibilité, dans notre enseignement, de pouvoir apprendre l'arabe. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une très bonne chose. Ça a été dit, effectivement, c'est un marché assez incroyable. Maintenant, est-ce que ça doit être quelque chose qui doit être prioritaire, alors qu'on sait qu'il y a une grande partie de nos jeunes qui ne maîtrisent même pas la langue, et de nos jeunes ou même de nos moins jeunes, comme échevin de la revitalisation, le français ou leur première langue. Aujourd'hui, comme échevin de la revitalisation urbaine, dans les quartiers plutôt populaires où je vais, toujours dans mes ateliers participatifs, je vois la difficulté de pouvoir communiquer avec certaines personnes. Idem comme ancien président des logements sociaux, où là il y a une énorme partie de personnes qui ne maîtrisent pas du tout la langue. Et donc ça doit être ça la priorité. Pour le reste,
Pour le reste, si effectivement certains ont des options langues, moi, je trouve ça génial, le chinois, ça existe dans certaines pourquoi écoles. pas, bien sûr que ça existe. Pas partout, mais ça existe. Pascal Delouis, pourquoi André Flau a sorti ça dans son tweet? Quelle est, votre vision de communication politique? Quelle est sa stratégie quand il fait ça? Je pense qu'il n'en a pas, parce que je ne partage pas l'avis que c'est une vision électoraliste. C'est ce que tous les mandataires et maires ont tweeté, mais je pense que c'est faux. André Flau est un mandataire du Brabant Wallon. Je ne vois pas qui dans le Brabant Wallon va être très séduit par cette proposition. Ça a eu plus d'impact négatif que d'impact positif, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc c'est une erreur, quoi. C'était plus qu'une erreur, c'est une faute politique, c'est-à-dire que c'est une faute politique parce que la question de l'enseignement des langues est une question importante qu'on ne traite pas par un tweet. Hein, on ne traite pas ça par un tweet, surtout quand on est ministre, donc on fait une proposition à Madame Schens, par exemple, et puis c'est une faute politique parce que nécessairement ce qui est arrivé devait arriver, c'est-à-dire que les mandataires des autres partis ont dit le PS fait de l'électoralisme. Qu'est-ce qu'André Flau va faire de l'électoralisme? Il n'y a pas d'électorat arabophone dans sa circonscription électorale. Donc. Oui, enfin, pourquoi il le dit alors? Il le dit parce qu'il a eu une rencontre avec le ministre des Marocains de l'étranger et suite à cette rencontre, il a fait ce tweet. Maintenant, sur la question de l'enseignement des langues, il y a beaucoup de problèmes en Belgique et on le sait, on ne maîtrise même pas la langue maternelle ou les langues nationales, les 3 langues. D'autre part, il y a quand même des centaines d'écoles qui ont ce programme d'ouverture à la culture et aux langues. Et j'ai été voir un petit peu la première langue qui est choisie, c'est l'italien. Bon, ok, why not? Mais il y a quand même pas mal d'arabes aussi, dans 38 écoles, je pense. Mais ce qui, moi, me chagrine, c'est qu'on assimile ça à la question du vivre ensemble. Je vais vous donner un exemple. Donc, nous avons à Bruxelles une population dont les parents sont arrivés en 64 avec l'accord de coopération. On a dans aucune école un programme pour expliquer à ces jeunes ce qui s'est passé avec leurs parents, comment ils sont arrivés, pourquoi finalement il y a autant de Marocains à Bruxelles ou à Beringen près d'Anvers. Et quand on propose un programme pour le faire, il y a un refus de la part de l'administration. Donc je pense qu'il y a quand même là quelque chose qui est complètement clivé par rapport à ça. Je voulais dire quelque chose par rapport à ce qu'avait dit Pascal tout à l'heure. C'est que je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que ce soit une faute politique. C'est essentiellement... Pourquoi il a fait ça? Je pense que c'est essentiellement un acte de communication. Et ce qui en a suivi lui a donné raison. Il y a juste un tweet, quelque chose qui part, et qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet d'autocombustion de l'ensemble de la classe politique qui va se cliver autour de ça. C'est ce qu'on appelle en communication l'art de faire l'agenda. C'est-à-dire que vous dites quelque chose qui est peut-être quelque chose d'outrancier, qui est peut-être quelque chose que personne n'attend, qui n'a peut-être pas de réalité électorale, etc. Mais la conséquence de ça, la conséquence de ça, c'est que vous forcez, vous contraignez tout le monde à se positionner derrière vous. Et à travers ce genre de choses... C'est un marqueur. C'est un marqueur, voilà. Et ça, à ce niveau-là, c'est parfaitement réussi. Oui, maintenant, c'est peut-être pas utile. Non, mais d'accord, Franken fait ça, mais c'est son terrain. Oui, mais ici, Flau, c'est pas son terrain. Non, il perd des électeurs. Marcel Sel, un mot. Oui, un mot. Parce qu'il n'y a pas que la communauté arabe qui peut être ciblée, d'ailleurs qui ne s'intéresse pas, qui n'est pas intéressée par ce qu'il propose. C'est la communauté des gens qui sont sensibles à ce vivre ensemble. Et quand on lui dit, voilà, il faut ça pour qu'il y ait plus de vivre ensemble, il y a des tas de gens qui ont trouvé que... Pensons vivre ensemble de ce plateau, pensons au coup de cœur. Et on commence par vous tout de suite, Pascal. Vous voulez nous parler de un bru, un vote. C'est quoi ça, un bru, un vote? Oui, c'est un appel initial de 118 personnalités bruxelloises, citoyens bruxellois de toutes les nationalités, qui demandent qu'aux élections régionales de Bruxelles, tout un chacun puisse avoir le droit de vote, quelle que soit sa nationalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en région de Bruxelles-Capitale, 35% des citoyens ne peuvent pas voter, payent des impôts, mais subissent des politiques publiques, mais ne peuvent pas agir sur ces politiques publiques. Donc il nous paraît normal et démocratique qu'elles le puissent. Donc on appelle à ce que la Chambre des représentants vote la possibilité que les citoyens non belges puissent voter aux élections régionales bruxelloises en 2019. Rapidement, une réponse de nos invités. David Wetzmann, vous êtes pour ou contre ça? Sauf erreur de ma part, un brut un vote, c'était aussi un encouragement à ce que les personnes qui ont aujourd'hui le droit de vote, notamment la possibilité de voter aux élections communales, particulièrement les Européens ou les non-Européens qui sont ici, qui séjournent depuis 5 ans, votent et qu'on les encourage à voter. Moi, j'habite dans un quartier, dans le quartier européen, dans lequel il y a plus de la moitié qui sont des résidents européens, et Dieu sait si j'avais fait avec quelques d'ailleurs collègues beaucoup de porte-à-porte pour les encourager à voter, et malheureusement, ce n'est pas
encore le cas. Donc ils peuvent voter pour les communales, mais ils votent pas. Aujourd'hui, on a pris des dispositions au gouvernement fédéral pour aider notamment à les voter, notamment la problématique de l'obligation de vote. C'est quelque chose qui pourrait n'est plus obligatoire pour les Européens et non-Européens, c'est-à-dire qu'ils peuvent, après avoir voté, ils peuvent dire le coup suivant je ne vote pas. Donc il y a toute une série de choses qui sont faites pour assouplir, notamment le mécanisme d'inscription est beaucoup plus... Pour vous, ça suffit. Et c'est quelque chose de fondamental, mais c'est la première étape. Je dis pourquoi c'est fondamental, parce que dans une commune comme la ville de Bruxelles, si les Européens votaient, ça représenterait presque un tiers du corps électoral en plus. Marchand-Kessel, vous êtes plus positif? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, Sylvie, on passe à vous avec Olympe. Qui est Olympe? C'est Olympe de Gouges, évidemment. Hein, donc, la révolutionnaire française qui demandait l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et c'est un très gros ouvrage qui est en fait une bande dessinée en noir et blanc, qui est une véritable recherche historique mise à la disposition du grand public. C'est passionnant, il y a beaucoup de détails et c'est extrêmement bien documenté. C'est donc Olympe de Gouges de Catel et Bocquet chez Casterman. Alors Christophe Ginisti, vous voulez parler de La Roche-sur-Yon. Oui, La Roche-sur-Yon a failli déclencher un incident diplomatique majeur entre la Belgique et la France, puisque le maire de La Roche-sur-Yon, dans ses vœux à la population, a déclaré qu'il voulait débaptiser le square Albert Ier pour l'appeler le square Simone Veil. Et ce qui a valu une protestation officielle de l'ambassadeur de Belgique en France, qui a écrit personnellement au maire en disant attention, si vous faites ça, ça pourrait être caractérisé comme un acte inamical vis-à-vis de la Belgique. Et voilà, et comme j'ai pas envie d'être mis dans un talis par votre secrétaire en migration, je suis content que ça soit bien passé. Marcel Sell, on termine avec vous. Il aurait pu dire pour Brussels Studies, vous vouliez nous parler de ça, vous avez 15 secondes. Alors, Brussels Studies, c'est donc un site d'études scientifiques sur Bruxelles, et voilà, qui est très intéressant. Bon, 15 secondes, je peux pas. Non, eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission très dense. On a parlé de plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine et lundi, je recevrai le député MR dont j'ai oublié le nom, mais non, c'est Abdallah Kafouani, qui sera donc dans l'interview de 12h45. C'est un député qui est passé de Schaerbeek à Molenbeek. Ce sera intéressant de parler avec lui. Bon week-end à tous. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table.